Et on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mercredi 28 avril 2021, au programme pas mal de trucs plutôt intéressants. On va commencer avec une petite anecdote insolite avec des gens qui ont été privés d'internet. Ça se passe au Canada, dans une petite ville, un peu dans la campagne. Voilà un coup de la faune locale, malheureusement, assez insolite. On parlera ensuite de SpaceX qui a obtenu un accord qui les arrange bien. On va en parler. Ça parle d'orbite et d'altitude. On va parler Ubisoft et une mise à jour pour le dernier Assassin's Creed. Je vais en parler vite fait. J'ai pas joué au jeu. Je peux pas vous dire. Je sais même pas combien pèse le jeu d'ailleurs. Ça, c'est un truc que j'aurais peut-être dû me renseigner. Mais la mise à jour est assez volumineuse et n'ajoute pas vraiment beaucoup de contenu, voire très peu. Et ça c'est un vrai problème. Quand je dis volumineuse, on parle de plus de 10 Go pour une mise à jour. Notez tout de même. On parlera ensuite de la conférence de Samsung qui a eu lieu cet après-midi, qui a commencé à 16h, 16h 16h je crois, qui était plutôt intéressante, peut-être un peu longue tout de même, mais plutôt intéressante. Petit manque d'infos. On va faire un petit récap avec ce qu'on sait, ce qu'on espère encore. On n'a pas encore toutes les infos et notamment en termes de date, on ne sait pas tout. Mais les promesses sont grandes. Samsung essaye de vraiment attaquer un nouveau marché avec ses Galaxy Book. C'est plutôt intéressant. Et pour l'instant, nous, la France, on est privé d'un des trucs présentés qui, pour le coup, m'intéresse encore plus particulièrement parce que c'est un peu la partie gaming. Donc un peu de tristesse sur le coup. On en parlera quand même vite fait, même si c'est pas annoncé pour la France dans un premier temps. On parlera ensuite souris. On a l'habitude en ce moment de parler de souris. Aujourd'hui, c'est Razer qui nous présente une nouvelle version d'une souris qu'ils ont déjà sortie, la Orochi V2, deuxième du nom, et une promesse notamment en termes d'autonomie assez fabuleuse. On nous promet 900 heures d'autonomie, à voir selon la connexion toujours, mais grosse promesse. On parlera pour le coup assez rapidement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'infos, mais des puces M2 d'Apple qui ont l'air d'être en préparation pour les futurs MacBook Pro et iMac plus haut de gamme, donc potentiellement une puce plus puissante, même sûrement une puce plus puissante que la M1 actuelle qui déjà fait bien le taf. C'est plutôt prometteur à voir ce que ça donne dans la réalité. Encore une fois, voilà, c'est des petites infos qu'il faut prendre avec des pincettes, comme la news suivante qui est sur AMD et ses futurs processeurs. Alors on est vraiment dans le futur, on est sur le Zen 5, à l'heure actuelle on est sur du Zen 3. Zen 5 dans le futur avec plein de nouveaux trucs, un nom de code ultra cool, non c'est faux, Merci. ça s'appelle StrixPoint. Merci Zoja pour l'abonnement, déjà 5 mois, merci mec, ça fait super plaisir. Du coup, AMD, ses nouveaux processeurs dans le futur, vous verrez, ça vend du rêve, mais c'est dans le futur. Nvidia, qui nous communique sur une refonte de toutes ces nouvelles cartes graphiques, toutes les séries 30. Mais on ne change pas les performances, vous allez voir, ça parle encore de moyens de brider pour miner de la crypto-monnaie. Ils ont vraiment envie de trouver une solution. Pour l'instant, ça a l'air dur, mais ils ont envie d'en trouver une.
On finira comme d'habitude avec les cartes graphiques, des cartes disponibles aujourd'hui qui ne le sont plus et celles qui le sont encore. Une carte qui est sortie presque à un prix normal, qui a été disponible, elle n'est pas restée longtemps disponible comme d'habitude. Et on finira avec des écrans. Les écrans, pour le coup, des écrans qui font rêver, mais qui promettent d'être chers. Par contre, effectivement, si vous avez un peu d'argent, voire beaucoup d'argent, et que vous avez décidé de partir sur de l'écran très haut de gamme, restez jusqu'à la fin, cette news est peut-être faite pour vous. Mais on va commencer tout de suite avec la news insolite qui m'a un peu fait rire. Vous voyez ici des castors, une petite ville du Canada qui a été coupée d'internet et de télé, parce que certains reçoivent la télé par la fibre optique, à cause de castors qui sont allés ronger des câbles de fibre optique qui étaient pourtant enterrés et bien sûr protégés. On ne parle pas du petit câble qui arrive jusque chez vous, mais bien des gros câbles qui transportent sur de longues distances. Et bah eux, ils ont pris ça pour quelque chose qui ferait bien le taf hein, pour leur maison. Donc ils n'ont pas hésité. Ils ont grignoté tout ça et ils sont partis avec. Donc bien joué les castors qui savent visiblement s'adapter avec brio. Vraiment incroyable et qui vont chercher les dernières technologies pour construire leur maison. Vraiment, peut-être que les castors sont des êtres supérieurs et qu'on s'en est pas encore rendu compte. Mais ils ont l'air d'être chauds pour être fibrés. Pensez à fibrer les castors. C'est important. Sinon, sans rire, c'est en plus, heureusement, ça fait pas de victimes, c'est que Internet et de la télé, c'est pas très grave. Mais ils ont galéré énormément parce que apparemment, à cette époque de l'année, à cet endroit, les sols sont encore gelés, donc pour creuser et réparer les, les parties abîmées ou manquantes, ils ont dû sortir le gros outillage et vraiment s'amuser à casser et à creuser dans un sol gelé ou semi-gelé. Pas facile, courage à eux. Mais bon, vous avez des castors près de chez vous, c'est stylé. C'est le prix à payer pour avoir des castors dans son entourage. Et en vrai, stylé quand même les castors. Ça fait des barrages. On arrête avec les castors. On continue avec SpaceX. SpaceX qui continue de vouloir développer son Internet par satellite Starlink. Et pour ce faire, ils ont négocié auprès de on ne sait pas trop qui, parce que déjà auprès de qui on peut négocier ça, mais bref, c'est une autre histoire. La position, en tout cas l'altitude de leurs futurs satellites qui vont être lancés pour fournir Starlink et potentiellement de changer d'altitude des satellites déjà présents autour de la Terre. C'est plutôt compliqué comme histoire. Dans un premier temps, ça avait l'air pas possible parce que d'autres ont déjà mis des satellites à ces altitudes. Du coup, il faut faire attention de bien les mettre aux bons endroits pour que voilà, qu'on n'ait pas des problèmes du genre de satellites qui se rentrent dedans au-dessus de la Terre. Voilà, par exemple. Et forcément, quand on parle de concurrence, eh ben, on parle direct de guéguerre pour garder son territoire. On parle bien sûr du groupe Amazon avec Jeff Bezos et aussi de OneWeb qui est une entreprise britannique qui veut faire la même chose que Starlink. En gros, quel est l'intérêt d'avoir des orbites plus basses? Parce que voilà, on va pas se livrer la guerre pour rien. C'est quand même pas le but. Il y a un intérêt. Déjà, premier intérêt, la latence.
bah, moins il y a de distance à parcourir, moins ça prend de temps. C'est mathématique. Donc déjà, voilà, ça permet aux utilisateurs de ces services d'internet par satellite d'avoir un, un réseau plus rapide. Donc c'est toujours bon à prendre. Là où en plus Starlink s'est engagé à aller chercher une latence toujours plus faible et un débit toujours plus grand. Et effectivement, il va falloir trouver des solutions pour le faire. Et aussi, apparemment, ça permettrait d'avoir une gestion des satellites en fin de vie plus simple, vu que bah, c'est plus bas et du coup, c'est plus simple à faire rentrer dans l'atmosphère et faire tomber ça où on le souhaite sur Terre, visiblement. Donc ça arrange plein de gens. Ils se sont mis d'accord, ils ont accepté que SpaceX bouge certains de ces satellites de Starlink et que les futurs soient envoyés à des altitudes plus basses. Par contre, voilà, ceux qui étaient déjà là, ils ont mis leurs conditions. C'est classique, mais ils ont mis leurs conditions en disant bah ok, on veut bien, on accepte, mais à quelques. Par contre, il faudra faire en fonction de nous. Il faudra qu'on accepte tout ça, donc ils vont devoir un peu se plier aux exigences de la concurrence et bien sûr faire encore plus attention que les autres au potentiel carambolage en dehors de la Terre, autour de la Terre, ce qui est à l'heure actuelle une des vraies questions à force d'envoyer des trucs voilà, être en orbite autour de notre Terre. On commence à avoir pas mal de trucs en l'air, tout ça, et ça pose plein de problèmes de pollution, que ce soit pollution réelle, de danger, parce que ça peut entrer en collision, et aussi de pollution visuelle pour les gens qui essayent de voir l'espace. Donc on nous dit aussi que ça permet de moins gêner la contemplation des étoiles et de l'espace, d'avoir des satellites plus basses, qui ça aussi est un point positif. Euh, Surtout qu'on sait qu'ils en veulent toujours plus et qu'on est loin des quotas que chaque entreprise veut atteindre, qui ne décident toujours pas de mutualiser leurs satellites pour avoir moins de satellites en orbite. Donc forcément, il faut trouver des solutions pour que ça ne nous pollue pas trop et que ça pose pas trop de problèmes. Si avoir des altitudes d'orbite plus basses résolvent les problèmes, je suis chaud. Mais en vrai, je sais pas. En tout cas, ils gagnent en latence et ça les arrange bien. On continue avec une mise à jour d'Ubisoft sur le dernier Assassin's Creed. Une mise à jour de 14 Go en moyenne. Alors on a ici le détail. 14 Go sur PC. Toujours plus sur Xbox Series X ou S. Beaucoup moins sur PlayStation 5. Ce qui peut paraître étonnant. Et Xbox One, pareil. Enfin, Xbox beaucoup, PlayStation beaucoup moins. 14 Go de mise à jour, c'est beaucoup. Je vous avoue que je sais pas combien pèse le jeu. J'aurais dû me renseigner là-dessus. C'est un peu ma faute. Mais le point important de cette histoire, c'est que je suis tombé dessus. En général, c'est le genre de truc que je ne traite pas parce que ça m'intéresse pas trop de traiter les mises à jour. Mais là, j'ai été curieux quand j'ai lu la taille, le poids 14 Go pour une mise à jour. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ajoutent un nouveau DLC, plein de quêtes annexes supplémentaires. Je dis, il faut du contenu pour justifier les 14 Go. Du coup, je suis allé voir. Et effectivement, il y a un peu de contenu supplémentaire. Ici, on nous dit l'ajout de la prise en charge de la colère des druides à titre de préparation du jeu à la sortie de cette extension le 13 mai. Mais un téléchargement distinct sera requis le jour de la sortie. Donc c'est pas tout un DLC.
C'est vraiment juste genre une quête annexe, quelques nouvelles compétences. Et après, c'est du correctif, de l'équilibrage, rien d'ajout. Et là, je me dis, quoi, il y a 14 gigas pour une quête additionnelle et 3 compétences en plus. Je trouve ça incroyable. Et du coup, bah, effectivement, 5,5 gigas sur la PlayStation 5. Je trouve ça, je trouve ça correct. Une quête additionnelle avec des belles textures, du beau truc additionnel, ok. Plus du correctif, pourquoi pas. 14 gigas ou encore plus 16 gigas. Qu'est-ce qui se passe? Les textures, elles sont en quoi? Les assets, c'est du 16K à l'aide? Non, en vrai, j'avoue que je sais pas. J'ai trouvé ça aberrant, abusé, et j'ai du mal à comprendre dans quel monde on peut justifier 14 gigas de mise à jour pour une quête additionnelle, 3, 3 compétences et du correctif et équilibrage à foison. Je sais pas. Mais ça paraît beaucoup, encore plus sur les Xbox, où on a en général des stockages encore plus limités que sur du PC. Mais même PC 14 Go, je trouve ça un peu salé. On continue avec le récap de la conférence Samsung qui avait lieu cet après-midi. Conférence qui a été, pour le coup, assez répétitive. On avait l'impression qu'ils nous montraient à chaque fois le même produit, mais vous allez comprendre pourquoi. Et au final, pas vraiment à chaque fois le même produit, même si on a les mêmes bases, et c'est pour ça. Donc, cette conférence avait pour but de mettre en lumière le Galaxy Book. Bim, nouveau portable, PC portable de chez Samsung, sous la forme d'un ultra portable. Vraiment, on est sur des trucs, vous voyez ici, très très fins. Vraiment très très fins. Avec l'annonce de 3 produits, en tout cas pour nous, pour la France. Le Galaxy Book, le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360. 3 produits. Pour en gros 2 gammes et 2 utilités. Ou 2 utilisations plutôt. Plus qu'utilité. On commence avec le Pro et le Pro 360. Vous avez compris, Pro, haut de gamme. Le Pro classique est un Ultrabook classique. Le Pro 360 est un Ultrabook 2 en 1 avec écran tactile et le clavier qui se rabat derrière l'écran avec une charnière à 360 degrés. Voilà. On va regarder un peu de visuel. Ça, c'est le Pro. Donc vraiment, ça ressemble à un Ultrabook, tout ce qu'il y a de plus classique. Là-dessus, très très fin. Donc, pourquoi pas jusque là, on est plutôt chaud. Voilà le Pro 360 avec son stylet. Donc c'est au final à peu près la même chose, sauf que celui-là a un écran tactile compatible avec les doigts, avec un stylet et une charnière à 360. Toc. Ça que je veux. Ensuite, on a les informations, les caractéristiques techniques disponibles dans ces modèles. C'est plutôt intéressant. Ici, le Galaxy Book Pro, donc pas celui tactile, disponible en 13 et 15 pouces, format standard. Un écran super sympa, AMOLED. Il est très, très fin et très léger. On l'a vu. Vraiment très très léger. Hein. On parle de moins de 1 kg hein, sur ces trucs-là. Donc sur moins de 1 kg pour les 13 pouces. Donc vraiment très très léger. Support 4G. Il gère jusqu'à 3 moniteurs externes.
Petit truc où là, je sais pas, je mets je mets des guillemets et je sais pas, parce qu'il y a des doutes sur ces up to 2 Tera de SSD changeable et extensible. Là-dessus, on sait pas. On sait pas trop. Il y a des questionnements. Donc on sait pas parce qu'à un moment, on nous parle de compatibilité micro SD jusqu'à 2 Tera. On ne sait pas si c'est ces 2 Tera là ou si. Je pense pas qu'il y ait un emplacement supplémentaire pour un disque. Ça me paraît très compliqué vu le design du produit. On parle quand même de produits qui sont. Voilà. C'est très très fin, ça va être très léger, ça va être va être optimisé pour bien fonctionner et prendre le moins de place possible. Donc j'ai un doute quant au emplacement additionnel. Si c'est les, la compatibilité en micro SD jusqu'à 2 Tera, ça paraît un peu, un peu de l'arnaque. Et si c'est... ça peut aussi être ça, ça peut être que voilà, vous pouvez l'envoyer chez Samsung et demander qu'on vous le change. En général, c'est des trucs qui coûtent assez cher. Donc si c'est aussi ça, c'est un peu de l'arnaque. À voir quand on pourra les acheter et les caractéristiques qu'on pourra leur donner. Partie graphique, on a de l'Intel Iris X pour les i7 et i5, de l'UHD Graphics pour les i3. Du coup, vous avez bien deviné les processeurs i7, i5, i3, 11e génération Intel, c'est que du Intel. On a un Pro Keyboard incroyable, ça oui, si vous voulez. Réduction de bruit intelligente, ça c'est pas mal, c'est toujours un plus. En termes de connectique, c'est plutôt fourni et ça c'est plutôt pas mal sur. En général, souvent on fait l'impasse sur les connectiques fournis sur les ultrabooks parce que voilà, on dit on va chercher la finesse, la légèreté, du coup on enlève des ports machin. Ici on a quand même pas mal de trucs, de l'HDMI, de l'USB type C, du micro SD, du Thunderbolt, bien sûr les prises son, jack. Donc voilà, un son Dolby Atmos, alors ça, à voir, hein, ça reste du PC portable, ça ne deviendra pas un home cinéma, faut pas se mentir. Un système de refroidissement amélioré, ça c'est bien, parce que souvent ça peut être un des défauts des ultrabooks. 8K, 8K avec le Thunderbolt 4, si vous voulez, peut-être, allez, à la limite. Par contre, c'est 20 heures d'autonomie en lecture vidéo, c'est énorme. En vrai, c'est énorme. C'est ce que promet les MacBook M1. Donc, c'est vraiment à peu près le mieux qu'on puisse faire à l'heure actuelle sur le marché sur ce genre de produit très fin, très léger. Voilà. On nous parle aussi d'un chargeur spécial, 65 watts. Voilà. Donc ça, c'est le Galaxy Book Pro. On a l'équivalent, franchement, il n'y a pas grand chose qui change avec le Book Pro 360, à part que on a un écran Super AMOLED qui est du coup tactile, 2 en 1 parce qu'on peut rabattre le clavier derrière l'écran. Sinon, tout le reste ne change pas. Il y a toujours cette grosse question autour du stockage, mais on en apprendra bientôt plus. On peut utiliser un stylet et sinon pas grand chose de plus sur ces deux modèles qui sont du coup le haut de gamme, le Galaxy Book Pro et Pro 360. C'est plutôt intéressant, ça promet d'être plutôt costaud en termes de config pour des ultrabooks, hein. On n'est pas sur un PC, un portable gamer, hein. On est clairement sur de l'ultrabook, c'est ultra léger. Les versions 13 pouces font moins de 1 kg et c'est du coup, c'est du coup pas mal. C'est très très fin.
Et ça a une autonomie assez folle, hein. On nous promet quand même 20 heures de lecture de vidéo. 20 heures, c'est énorme. Voilà le visuel du Pro 360. On nous parle aussi du clavier en nous disant qu'ils ont réinventé le clavier, mais en vrai, ils n'ont pas réinventé le clavier, je suis désolé de vous le dire. Ça bénéficie des dernières technologies sans fil, donc le Wi-Fi 6E. Ça, c'est le top qu'on est à l'heure actuelle, et du Bluetooth, bien sûr. Et il y a du coup le troisième modèle, celui qui se veut plus accessible, pour lequel on a beaucoup moins d'informations, c'est dommage. Donc il devrait être avec des configs un peu moins chères et un peu moins performantes que ses grands frères. Donc on imagine peut-être pas de i7 et que du i3 ou i5. On imagine peut-être un peu moins de stockage. On devrait avoir un écran un peu moins beau aussi. Mais on ne sait pas trop plus. Et ça, c'est un peu dommage. On nous parle du coup ici d'une version 15,6 pouces. Mais on espère qu'il y aura aussi une version 13 pouces. Ce serait dommage. En termes de prix, en vrai, on n'en sait rien. En termes de disponibilité, normalement cette année. Peu compliqué hein, là-dessus, effectivement. Il y avait plein d'infos manquantes qui ne sont pas vraiment tombées post-conférence. Alors ça peut encore arriver, hein, ils ont encore le temps de communiquer, surtout si ça sort pas tout de suite. Mais contrairement à d'autres marques qui font des annonces pour des produits qui sortent dans les jours à venir, là visiblement c'est pas totalement le cas. Et jusque-là, je vous ai parlé que de ce qui est prévu pour nous, marché français, mais il y a un quatrième modèle qui a été annoncé et visiblement pas pour nous, et c'est un peu dommage, parce qu'ils nous ont annoncé un modèle qui s'appellerait Odyssey, et qui serait une version pour le coup plus gaming. Alors, on reste calme, on n'est pas en train de parler du PC gaming ultime, on serait sur de l'ultrabook. Donc quelque chose toujours très fin, très portable, très léger, qui peut faire tourner un peu de jeu sans non plus aller trop loin. Faut pas croire. On nous promet du coup à la place des processeurs 11e génération classique, on met les gammes H qui sont censées être un peu plus performants et du coup être un peu plus adaptés à du gaming. On nous promet aussi de passer de l'Intel Iris Xe à de la RTX 3050 ou 3050 Ti. À noter au passage, petit truc au passage, que la 3050 Ti n'a pas été officialisée de la part de Nvidia, qui sont quand même ceux qui fabriquent ces puces. Mais bon, c'est une autre histoire. Peut-être qu'ils vont se faire taper sur les doigts, je sais pas, ça m'étonnerait. Hein. Mais, mais c'est quand même assez marrant que ça soit Samsung qui vende la mèche. Samsung qui n'est pas spécialement connu pour, pour ces objets gaming. Hein. On est plus, on les connaît plus pour leurs smartphones en général, ou alors les télés, l'électroménager, ce genre de choses. Du coup, en vrai, des choses qui sont sur le papier vraiment plus aptes à faire tourner des jeux sans devenir des plans de chat, ce qui peut être cool. Hein. Les prix, on nous parle ici de 1400$ sur une version 15 pouces avec 32 Go de mémoire RAM et 2 Tera. Oula, il y a une erreur. C'est pas 2 Go, hein, c'est 2 Tera de stockage. Encore une fois, on se repose les mêmes questions du 2 Tera de stockage, même si ici il est précisé NVMe, donc normalement il y a moins de douille. Mais la réalité, c'est que ce ne serait pas pour nous, parce que pas prévu, vous voyez ici, du coup uniquement en 15 pouces, visiblement. Bien sympa, mais pas pour nous, parce que pas prévu pour le marché français, uniquement à destination des États-Unis dans un premier temps. Ce qui est aussi un peu étonnant, uniquement à destination des États-Unis,
À noter que Samsung n'est pas du tout une marque américaine, donc voilà, mais pas chez nous, alors que bah, c'est plutôt sympa. On est du coup ici sur du 15 pouces, mais toujours avec l'idée de faire quelque chose de, de très transportable, tout en lui ajoutant les caractéristiques pour faire un peu de jeu dans des bonnes conditions. Bien sûr, vous n'irez pas chercher les performances maximales sur les derniers jeux les plus gourmands, mais il y a moyen de jouer sans faire brûler votre PC portable ultra fin qui peut aussi vous permettre de travailler par exemple. Et ça, déjà, c'est un vrai argument, mais pas pour nous. Un peu triste là-dessus. On continue avec une souris chez Razer. On fait pas mal de souris en ce moment, ça doit être la période. Razer qui met à jour sa souris Orochi. Souris qui voilà, a un design plutôt sobre, ce qui est un peu étonnant de la part de Razer. À noter que voilà, ici vous la voyez en blanc, elle est aussi disponible en noir. Et vous pouvez la customiser grâce à la plateforme Razer Custom. Il faudra rajouter un petit peu d'argent, 20 € de plus pour avoir votre souris custom. Mais dans ces cas-là, elle sera peut-être pas unique, mais beaucoup plus atypique que les souris classiques. Si vous voulez vraiment avoir votre souris à vous. Sinon, sans parler du look, c'est une souris gaming. Bien sûr, on est chez Razer, on rigole zéro. C'est une souris sans fil, important, qui est pour le coup très légère. On nous annonce 60 grammes sans la pile. À noter tout de même la petite 60 grammes sans la pile. Elle est à pile. Elle est fournie avec une petite pile double A. Attendez, oui, si. Et on peut mettre une triple A. Mais bien sûr, bah voilà, ça fera un changement de poids, hein, vu on nous donne un poids sans la pile. Hein. Malin. C'est aussi l'intérêt de mettre des piles. On peut donner un poids sans la pile, alors que quand on met une batterie, plus difficile de donner un poids sans la batterie. En tout cas, en termes d'autonomie, on est sur de l'absolu régalade, parce qu'on nous promet 900 heures d'autonomie. 900 heures, vous avez le temps de voir venir avant de changer votre pile ou de la recharger. C'est quand même assez énorme. 900 heures, suivant la connexion utilisée, la connectivité, on a le choix entre du Bluetooth un peu spécial, du Bluetooth low energy, donc basse consommation, ou du 2,4 GHz plus classique. Si vous utilisez le 2,4 GHz, l'autonomie baisse drastiquement, elle baisse à 425 heures. Ça reste une grande autonomie, hein. 425 heures, vous avez le temps de voir les choses venir. Regardez ici des exemples de customisation pour avoir la souris de vos rêves. A noter aussi que si vous utilisez la connexion à 2,4 GHz, vous pouvez utiliser un seul connecteur pour connecter plusieurs trucs. Alors j'imagine que ça marche pas forcément avec tous les périphériques, mais je pense que si vous avez un casque Razer, ça devrait marcher. Donc ça c'est aussi le petit truc en plus, avoir un seul connecteur pour son casque et sa souris. Plutôt pratique pour les gens qui manquent de ports. Et un prix à partir de 80 € pour le modèle noir ou blanc et 100 € pour les modèles custom. Si vous voulez avoir une souris custom, c'est quand même un truc plutôt sympa. C'est une bonne idée. On continue avec... Alors, c'est des rumeurs, mais on a des raisons de croire que ça va arriver, même on sait que ça va arriver. On nous parle ici de la puce M2, future puce d'Apple pour ses futurs MacBook Pro et iMac haut de gamme. Donc on parle d'une puce faite avec les mêmes architectures que la M1, perfectionnée et avec la recherche de performance accrue. On parle vraiment d'une gamme supérieure, hein, pas juste du perfectionnement de la M1. On parle vraiment de quelque chose qui
a pour but d'être plus costaud en termes de performance et de définir des gammes. Je pense qu'ils ont aussi l'envie de définir des gammes au sein de leur propre puce, là où à l'heure actuelle, c'est pas vraiment le cas. Après, c'est encore des nouvelles puces. On a des infos à prendre avec des pincettes parce que seulement rumeur. On nous parle de TSMC. Ça, oui. Je vais pas vous mentir, oui, il y a peu de chances que ce soit d'autres que TSMC qui fassent les puces Apple. Apple est déjà sur des finesses de gravure qui sont officiellement maîtrisées en production de masse uniquement par TSMC. Donc, c'est plutôt normal. On partirait sur les mêmes histoires, des puces faites avec du coup un SoC, c'est-à-dire un système on-chip, tout sur la même chose, enfin sur le même module, que ça soit le processeur, la partie graphique, mais aussi la RAM. Donc vraiment tout ce qui sert au système sur la même carte. Donc c'est un moyen d'optimiser la chose, en vrai, de tout rassembler et de faire un tout en un. Le but, c'est de faire quelque chose de plus puissant que ce que fait Apple à l'heure actuelle. Donc vraiment avoir un vrai haut de gamme des puces M. Du coup ici la M2. Peut-être pourquoi pas aller sur un M3 dans le futur, mais on n'en est pas là. Mais on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça. Clairement, on parle bien sûr des futurs MacBook Pro, Air, Mac Mini, iMac, tout ça. On sait que ça va arriver. On nous annonce aussi toujours du 5 nanomètres, donc là-dessus on ne change pas. C'est pour ça que c'était SMC aussi. Mais du 5 nanomètres amélioré, on sait que souvent ils font ça, ils améliorent leur process, ils donnent un autre petit nom, et on a gagné un peu en performance. Ici, on nous parle quand même pas de trucs. Enfin, on nous gagne 10% en consommation, 5% en puissance grâce à ce nouveau process un peu amélioré. Effectivement, toujours des gains théoriques qui sont ok, mais on n'est pas sur une révolution. On n'est pas sur un changement de finesse de gravure non plus. Donc on n'est que sur du peaufinage de process. Et en termes de date, de timing, de planning, on n'en sait pas grand chose. En vrai. C'est un peu la vraie question actuelle. Après cette conférence d'Apple avec de la puce M1 à peu près toutes les sauces, que ça soit de l'iPad ou iMac, franchement, on était presque prêt à voir arriver une Apple TV avec une puce M1. Ça n'a pas été le cas, mais ça ne nous aurait même pas surpris. Ça aurait été de l'overkill total, mais ça ne nous aurait pas surpris. Ici, la puce M2 doit arriver, elle doit compléter l'éventail de gamme que doit proposer Apple, notamment en termes d'ordinateur. Parce qu'encore sur, sur les iPads, par exemple, et bah, voilà, la puce M1 suffit largement à un iPad Pro qui est l'iPad le plus puissant. Sur la partie ordinateur, que ce soit MacBook Pro ou Mac, même Mac Pro, et bah, il va falloir avoir quelque chose qui soit encore plus performant parce qu'il y a des demandes, de matériel beaucoup plus performant que ce que peut délivrer la puce M1, même si la puce M1 est très très bonne, très très efficace, encore plus d'un point de vue énergétique et tout. Mais en termes de performance, on n'est quand même pas encore sur ce qu'on peut faire de mieux à l'heure actuelle. Et là-dessus, il y a notamment des professionnels qui ont besoin d'avoir des systèmes Apple avec des très grosses performances. Ici, la puce M1 est encore un peu trop limitée pour ces gens.
et j'imagine que eux aussi veulent avoir leur nouveau produit Apple avec ces puces qui tout de même révolutionnent un peu le game, surtout dans l'univers des PC portables à l'heure actuelle, mais peut-être dans le futur aussi dans l'univers de l'ordinateur de bureau. On verra. Mais un gros coup à jouer de la part d'Apple, et s'ils arrivent à faire une M2 qui est aussi bien que ce que les gens attendent, ça risque d'être costaud. On continue avec du futur dans le processeur, et ici on est chez AMD qui nous parle vraiment du futur un peu lointain, parce qu'il nous parle de Zen 5. À l'heure actuelle on est en Zen 3, donc vous voyez on est un peu, on aura le Zen 4 qui arrivera normalement l'année prochaine, qui devrait amener notamment la DDR5. On nous parle de corps, alors ça franchement faut arrêter de trouver des noms, hein. Les noms des cœurs, Genoa, Raphaël ou Phoenix, selon l'utilisation du processeur. Donc on parle un peu à l'image de chez Intel, architecture Big Little, des cœurs dédiés plus ou moins à la performance ou aux applications moins demandeurs en performance et du coup moins énergivores. Donc des super noms de cœur. Finesse de gravure 5 nanomètres pour ce Zen 4 qui devrait arriver l'année prochaine. Vous voyez, Apple est déjà en 5 nanomètres avec M1 et annonce du 5 nanomètres plus pour M2. On est en 7 à l'heure actuelle sur Zen 3. On nous annonce du 5 pour Zen 4 l'année prochaine. Vous voyez qu'ils ont un peu de retard. Mais ici, on est là pour parler de Zen 5 qui sera toujours dans le plus. On n'est plus sur du 5 nanomètres, mais du 3. On nous annonce direct du 3, ça me surprend un peu. Pas de transition avec le passage par le process peaufiné. Pas de 5 nanomètres plus ou équivalent. Direct un changement. Ça, je trouve ça un peu audacieux là comme ça, mais on verra. Et vraiment cette architecture avec pour le coup plus de cœurs et des cœurs plus adaptés à un applicatif particulier, que ce soit l'applicatif qui demande beaucoup de performance ou des trucs qui sont plus genre de la bureautique, de la tâche de fond, tout ça. Encore une fois, avec des gammes optimisées pour l'utilisation que vous faites de votre ordinateur. Je trouve ça très intéressant, ces histoires d'architecture Big Little, à voir où ça nous mènera en vrai. Et si ça marche aussi bien que ce qu'on nous le promet, c'est un peu ma question, même si voilà, Apple fait un peu ça en vrai. Et ça marche plutôt bien pour eux, mais encore une fois, Apple maîtrise tout, que ça soit le matériel, mais aussi le software. Ils sont à la baguette de bout en bout du produit, donc c'est un peu différent. Pour AMD ou Intel, c'est voilà, hein, ça doit être un maximum compatible et c'est une autre histoire. On continue avec Nvidia. Ouh, faut pas que je traîne moi. Nvidia qui nous annonce une refonte totale de ses séries 30 avec en vrai quasiment rien qui change. Assez incroyable. À part l'ajout du resizable bar, donc l'accès au processeur, à la mémoire vidéo d'un seul coup, tout d'un coup, à toute la mémoire, ce qui n'était pas le cas avant. Et aussi, et c'est surtout pour ça qu'ils font, un nouveau hash rate limiter, c'est-à-dire un nouveau moyen de brider l'utilisation de leurs cartes dédiées au gaming pour miner de la crypto-monnaie. Et oui, et oui. Et ça a l'air d'être une volonté forte de la part d'NVIDIA qui a déjà essayé. On a vu les 3060, où il y a eu peut-être quelques erreurs au sein de la team NVIDIA avec ce lâcher de pilotes bêta qui permettait déjà d'en faire tourner une
juste une pour miner de la crypto-monnaie. Ensuite, ils ont trouvé le moyen d'utiliser les dongles HDMI pour faire croire qu'elle n'était pas en utilisation pour miner de la crypto-monnaie alors qu'elle l'était. Ici, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire exactement, mais ils ont l'air de vouloir repartir de zéro pour mettre en place un nouveau bridage plus costaud qui devrait normalement tenir plus longtemps, en tout cas on l'espère. J'imagine que eux dans leur tête c'est tenir à l'infini, même si nous on a du mal à y croire, on attend que de voir ça. Mais ils refont tout. Donc ils nous annoncent vraiment une refonte totale. Et même, alors là il y a juste une petite question, on nous annonce aussi une refonte de la 3090 avec du coup ces nouvelles versions. Avant on était sur un GA 102 300, on sera sur un GA 102 302. Ça va être le cas pour tous ceux qui sont déjà sortis, qui sont refaits. Vous voyez ici, pareil, hein, ça finit par 2 pour la 3080. Mais on nous a dit que la 3090, elle ne serait pas bridée pour miner de la crypto-monnaie. Du fait que voilà, c'est des cartes très chères et que à la limite, si les mineurs veulent absolument acheter des cartes gaming, et ben, ils ont qu'à acheter les plus chères. Voilà, c'est un peu la politique de Nvidia à l'heure actuelle. Donc, pour tout le reste, on nous annonce un bridage différent de celui qui a été présent sur les 3060 et qui a été contourné depuis, sur absolument tous les modèles, déjà les modèles déjà sortis, donc 3080, 3070, 3060 Ti et 3060, mais aussi les modèles annoncés, 3080 Ti et 3070 Ti. Encore une fois, on aimerait bien y croire. Si ça peut soulager un peu les problèmes de disponibilité, oui. Mais on verra si ça tient. Hein. C'est une promesse de Nvidia. Mais là, ils vont fort en refaisant tout et en changeant tout. À noter que ça va être la galère pour les mineurs qui comptent utiliser ces cartes. Dans un premier temps, s'ils n'ont pas trouvé un moyen de contourner le bridage. Parce que rien ne vous dit si la carte est bridée ou pas, si c'est un ancien modèle ou pas, à part en allant chercher dans les caractéristiques techniques de la carte ou en la désossant. Donc, un peu embêtant. On finit avec les cartes graphiques, avec un petit tour des disponibilités vite fait. Aujourd'hui, un gros lâcher de 3090. Ici, regardez tous ces modèles de marques Evga, Zotac, Aorus, MSI et KFA2. Voilà, de 2360 à 3000. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, petit check de la disponibilité là en fin de journée à 19h. Alors, on a comme d'hab les 710. On a ici une 2060 qui se cache plutôt cher, hein, 570 €. Mais une 2060 tout de même. 710, 710, une 1030, toujours pas du gaming. Et après, on a direct les très très chers des 6900 XT et des 3090. Il reste des 3090 encore ce soir, assez incroyable. Et les Power Color qui ne veulent pas partir. Elles ne veulent pas. Toujours dans la disponibilité, on a eu aujourd'hui une AMD Radeon RX 6800 Custom à un prix presque correct. On est à 1030 € ici. Un prix presque normal. Et pourtant, on est sur une Power Color. On a vu les Power Color très chers, les 6900 XT qui ne veulent pas vraiment partir sur Top Achat. Celle-là n'est pas restée longtemps. Hein. À ce prix-là, 1030 € pour une 6800. Ça a fait quelques minutes et bye bye. Mais vous voyez, on peut avoir sur certains modèles qui sont déjà des modèles plutôt axés très haut de gamme, des prix presque proches de ceux annoncés. C'est pas mal. Pas un début d'un retour à la normale, hein, par contre, ne rêvez pas. On finit avec les écrans. Les écrans et Gigabyte qui nous présente ses écrans ultimes avec sa gamme Aorus. Une gamme 4K gaming. Et là-dessus, on rigole zéro. Les deux premiers sont des purs bijoux. En vrai, on peut difficilement dire autre chose. On a, vous voyez ici, 3 modèles. Le dernier modèle, c'est pour la fin, c'est pour les très riches.
Deux premiers modèles juste pour les riches, pas les très riches, juste les riches. Un modèle 32 pouces qui ressemble du coup vachement à un écran classique de PC. Un modèle 43 pouces où là déjà il vous faudra un peu plus de recul. On est sur des dalles Fast IPS avec 1 ms de temps de réponse. Bien sûr, on est sur de la 4K, donc 3840 par 2160 pixels. On est sur du gaming, donc 144 Hz, bien sûr. La version 43 pouces vous offre une compatibilité HDR 1000 et une dalle 10 bits avec du coup des couleurs toujours plus belles, toujours plus toujours plus de couleurs en fait, c'est ça l'histoire. Et du coup voilà, vous êtes clairement sur du moniteur haut de gamme gaming 4K 144 Hz, 1 ms de temps de réponse. À voir si vous préférez du 32 ou du 43 pouces. 43 sera un peu plus beau, plus cher, et il faudra aussi un peu plus de recul. Et c'est adapté aux consoles, et ça, c'est quand même vachement cool. Vous avez du coup les HDMI 2 points qui régalent, et ça fait plaisir. On est vraiment sur du haut de gamme, très haut de gamme dans l'écran. Mais si vous voulez toujours plus, et si vous avez besoin d'avoir la plus belle télé ou le plus beau moniteur de tout votre entourage, il vous faudra peut-être celui-là, le papa, le 48 pouces. Vraiment, celui-là, il est vendu comme l'écran ultime pour votre console dernière génération. On est sur du 48 pouces, on vous donne un écran que vous pouvez mettre dans votre salon. On vous donne une dalle OLED, du coup régalade, un temps de réponse très très bas, des couleurs très très belles, une luminosité aussi plutôt très sympa. Vraiment, on est sur le haut de gamme de la dalle à l'heure actuelle. Toujours du 4K bien sûr, hein, on va pas descendre en résolution, ne rêvez pas. Taux de rafraîchissement, on est toujours compatible gaming avec du 120 Hz. On voit qu'ici on s'adresse plus aux utilisateurs de consoles nouvelle génération Xbox Series et PS5 avec ce 120 Hz qui est le maximum que peut atteindre ces consoles. Et encore une fois, on a toutes les connectivités dernière génération. Vraiment là, on n'a pas de prix et peut-être que heureusement, on sera sur des moniteurs qui seront plutôt très chers. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Ce 48 pouces OLED, il a moyen de faire bouger un peu les choses. C'est très très solide. À voir à combien il sort. Et il y a un peu de concurrence sur ce marché, mais pour le coup, vraiment la promesse d'avoir des écrans ultimes pour le gaming, peu importe ce que vous faites, en grande taille, avec des résolutions 4K, des taux de rafraîchissement qui vont au-delà des 120 ou 144 images par seconde, ça régale. C'est assez fou. C'est assez fou qu'ils proposent des écrans aussi bonne qualité. Après avoir une fois testé, hein, mais sur le papier, ça fait sacrément envie. Voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Quant à moi, je vais aller jouer à Trackmania. Vite, parce que je suis en retard. Merci d'avoir regardé et à demain.